l'histoire. Ce n'est pas tout à fait à Winston Churchill que Franck Ferrand s'est intéressé aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pas tout à fait, mais un petit peu quand même. Je vous propose en effet d'aller explorer l'intimité du grand homme en évoquant notamment celle qui a vécu dans son ombre pendant près de 60 ans, son épouse Clémentine. Une biographie vient de lui être consacrée par Philippe Alexandre et Béatrix de Laulnoy. Béatrix de Laulnoy est notre invitée cet après-midi. Et Franck, tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Xavier sur le nom des personnages qui figurent sur les cartes à jouer. Alors si je me rappelle bien, la question m'avait déjà été posée, je n'y répondrai pas moins volontiers. Pour le moment, place à la dame de cœur et au roi de pique, si je puis dire. Nous allons les retrouver dans les dernières années de la carrière du grand Winston. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. Ce printemps 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, en tout cas pour ce qui est de l'Europe. Pour le Royaume-Uni, c'est un soulagement immense. En première ligne, pendant tout le conflit, le pays a payé un lourd tribut. Il faut imaginer ce Royaume-Uni exsangue, ses villes délabrées, avec une population épuisée. Mais la nation sort victorieuse du conflit. Et cette réussite, les Britanniques savent bien qu'ils la doivent en partie à la solidité d'un homme, leur Premier ministre, le conservateur Winston Churchill. Une intelligence, je n'ai même pas besoin de vous parler de ça, un talent oratoire unique, une opiniâtreté, surtout un caractère hors du commun. Tout cela a fait merveille pour que le pays, même au plus bas, ait pu continuer de croire en lui-même. Mais la fin du conflit mondial signifie aussi la remise en cause de l'union nationale qui avait duré tout le temps de la guerre, bien sûr. Quand les travaillistes décident de mettre un terme à l'union nationale, de nouvelles élections sont fixées. Au 5 juillet 1945, la vie politique britannique à ce moment-là va reprendre son cours normal avec une campagne électorale, évidemment. On pourrait penser que pour Churchill, pour le héros Churchill, la victoire dans les urnes suivrait naturellement celle sur les champs de bataille. Eh bien, en réalité, ça va être beaucoup plus compliqué. La campagne est dure, dans un climat, dans un contexte tendu, marqué par les difficultés quotidiennes de la population et par les inconnus de ce nouvel équilibre mondial qui est en train de se dessiner. Churchill n'a pas grand-chose à proposer pour l'après-guerre, reconnaît François Kersaudy. Or, les travaillistes, eux, ont un ambitieux projet de nationalisation et de réforme sociale et ils savent fort bien le présenter aux électeurs. En outre, ceux qui gèrent la campagne électorale conservatrice ne sont pas exactement des modèles de finesse politique et le premier discours électoral du Premier ministre, au cours duquel il accuse le Labour de vouloir instaurer un État totalitaire, une dictature rouge et même une sorte de Gestapo, ce sont les mots de Churchill. Ce discours est très mal reçu dans l'opinion. De plus, Churchill est un vieux monsieur, il faut le dire, il a 71 ans, vous imaginez, on est en 1945. Il a été soumis pendant toutes ces années de guerre à un rythme de travail effréné et l'on voit qu'il est épuisé, ce qui ne l'empêche pas de rester combatif, ça s'entend à ses discours. Après le vote de début juillet, il faut attendre plusieurs journées pour qu'on arrive à comptabiliser tous les bulletins. Et lorsque les résultats tombent, ils sont étonnants. Certes, en tout cas pour le Monde, ils sont surtout implacables. Avec 2 fois plus de sièges au Parlement, les travaillistes écrasent les conservateurs. C'est peu dire que Churchill est dépité. Je dis bien dépité, pas député. Philippe Alexandre et Béatrix de Laulnoy le racontent. Clémentine, donc sa femme, qui le voit effondré, déclare « Winston, c'est peut-être une bénédiction cachée. » Il grommelle « Pour le moment, elle est à coup sûr bien cachée. » Churchill cède donc sa place à son rival travailliste Huntly, vous le savez. Au moment de quitter l'une de ses résidences de fonction, il écrit sur le livre d'or le mot latin « finis », la fin.
Il doit se faire à l'idée, la machine qui pour lui s'était emballée, cette machine s'arrête brusquement. On connaît un grand nombre d'hommes d'État qui, comme cela, ont été du jour au lendemain plongés dans le désarroi d'une inaction forcée. C'est toujours pour eux très difficile, bien entendu, et pour Churchill, ça l'a été sans doute plus encore, car ça n'est pas du tout un homme d'inaction. Il ne lui est pas supportable d'être ainsi renvoyé au carcan un petit peu étroit de sa famille, de son parti, alors que les grandes négociations diplomatiques avec Américains et Soviétiques sont en train de se poursuivre. Vous imaginez la situation? Kersaudy le note, le pouvoir est une drogue puissante. Winston ne vit que pour la politique ou pour la guerre, et il a ressenti la défaite électorale comme un cinglant désaveu de son action et de sa personne. Enfin, comme toujours lorsque l'hyperactivité se relâche, son black dog, c'est-à-dire vous savez, ce chien noir qui symbolisait pour lui la dépression, pointe le bout de son museau avec son habituel cortège d'insomnie, d'idées noires et de maux psychosomatiques. C'est un été difficile qui s'annonce, l'été 45 pour Churchill. Il a le cœur lourd, il prend le large, il se consacre à ses hobbies, on va y revenir dans un instant, et puis quand même assez vite, on va dire que le grand caractère refait surface. D'abord, il constate sa popularité immense. Il mesure son statut légendaire. Il est considéré dans le monde entier comme une gloire, hein, comme un héros vivant. Et puis cette reconnaissance qui vient de partout, ce sont des ovations, ce sont des petits privilèges aussi. Par exemple, raconte Philippe Alexandre et Béatrix de L'aulnoy, à Monte-Carlo au casino, il a perdu 7000 livres et le directeur a théâtralement déchiré le chèque de l'homme qui avait vaincu Hitler. Quand il rentre à Londres, on est là à l'automne 1945, Churchill est remis sur pied. Cette espèce d'amour qu'il a vu lui venir de tout le monde et de tous, surtout sur le continent, bien plus encore peut-être qu'en Angleterre, tout ça lui a rendu sa vigueur. C'est un septuagénaire, certes, mais il a néanmoins la conviction de pouvoir être utile. Le voilà prêt à retourner dans l'arène. Qu'on se le dise, ni l'Angleterre ni le monde n'ont fini d'entendre parler de lui. Un extrait des Enigma Variations composé par Sir Edward Elgar sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et aujourd'hui, Franck, vous nous faites plonger dans l'intimité de Winston Churchill qui fait son grand retour sur le devant de la scène. Et pour le faire, il s'appuie sur sa stature internationale, vous imaginez bien. C'est vrai que dans son pays, après tout, il est le leader de l'opposition. Mais à l'échelle mondiale, il est devenu un géant. Il est invité, par exemple, par le président américain Truman en mars 1946. Et c'est au cours de sa visite à l'université de Fulton, à ce moment-là, dans le Missouri, qu'il va prononcer, vous savez, son fameux grand discours. On va voir naître le fameux rideau de fer. Sa réputation le précède. Il le sait. Juste avant d'arriver, il s'arrête et se munit d'un cigare. Alors on lui dit, mais vous ne fumez pas? Oui, mais ils adorent me voir fumer, dit-il. Au-delà du style reconnaissable entre tous de Churchill, ce sont ces mots, ce jour-là, qui vont marquer les esprits. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, lance-t-il de cette espèce de voix, on a toujours l'impression qu'il mâchonne un peu ses discours, un rideau de fer est tombé sur le continent. Il y a derrière lui toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent sont maintenant incluses dans ce qu'il me faut appeler la sphère soviétique, et toutes sont soumises non seulement à l'influence soviétique, mais encore à un degré croissant de contrôle par Moscou. Cette prise de position est sans concession, comme toujours avec Churchill. Selon lui, c'est la liberté qui vient de disparaître de toute une partie de l'Europe, de toute cette partie orientale. De quoi mettre mal à l'aise plus d'un gouvernant, à commencer par le
travailliste Attlee, bien entendu. Mais Churchill entend bien dire ce qu'il veut, rester sur le devant de la scène. Il a maintenant des airs de vieux sage, disons. Il intervient dans toutes sortes de débats, notamment de politique étrangère. Et à cette époque, il entreprend la rédaction de ses célèbres mémoires de guerre. Un travail gigantesque pour lequel une équipe entière travaille d'arrache-pied. Voilà ce que nous raconte François Kersaudy. Voyons Churchill à l'ouvrage dans son manoir, au fond de son lit, avec une perruche sur la tête, un chat sur les genoux et un caniche sur les pieds. Depuis son lit, son bureau ou sa baignoire, il dicte sans discontinuer aux secrétaires qui se succèdent. Les documents qui lui sont nécessaires s'entassent dans la cave, souvent mélangés à ses cahiers d'écolier ou empilés jusqu'au plafond autour du poêle à mazout, au grand effarement de son archiviste. Ses assistants lui soumettent les plans des divers chapitres qu'il remanie, réécrit, Churchillise, après quoi on les envoie aux experts pour commentaires et révisions. Alors ça fait penser à un autre très grand auteur de mémoire, c'est Jules César, qui travaillait littéralement de la même façon. C'est très intéressant de voir à 2000 ans d'écart comment ces deux grands hommes vont dicter pour la postérité l'image qu'ils entendent bien y laisser. Cette entreprise, c'est un succès immense. Alors, ça n'empêche pas Churchill de mener d'autres activités, parce qu'il y a l'écriture bien sûr, mais il y a également les obligations familiales, mondaines, toutes sortes de voyages, les hobbies également, puisque vous verrez que Churchill sait aussi s'occuper, il a des loisirs très intéressants. Son activité est extraordinaire. On est bien obligé de se demander d'où lui vient cette énergie, demande Kersaudy. Le dopage peut-être, notre coureur de fond fume toujours ses énormes cigares noirs et continue à boire du sherry, du champagne, du porto, du cognac au déjeuner comme au dîner, du vin blanc au petit déjeuner, du whisky and soda à toute heure. Mais quel que soit le carburant utilisé, il est clair que ce rythme d'activité est très anormal pour un homme de 75 ans maintenant. Parfois, cependant, ces excès se rappellent à lui. Et il est évident qu'il n'est pas toujours en pleine forme. Il va même subir en 1949 un petit AVC, mais ça ne l'arrête pas. Sa popularité maintenant est plus que solidement ancrée et il en est convaincu, sa carrière politique est loin d'être finie. Eh bien, le plus fort, c'est qu'il a raison. Les événements vont lui donner raison. Fin octobre 1951, après un succès électoral des conservateurs, quand je dis succès, d'ailleurs en 51, c'est un succès relatif, Churchill accède une nouvelle fois au poste de Premier ministre. Tout de suite, il rappelle un certain nombre de ses anciens collaborateurs. On a un peu l'impression de voir les gens reprendre leur bureau au 10 Downing Street. Malgré ses qualités intellectuelles, et quoi qu'il en pense, le temps ne joue cependant pas en faveur de Churchill, ça c'est certain. Le monde a connu en peu de temps de très profonds bouleversements. Et pour cet homme qui est né sous la reine Victoria, bien entendu, qui a passé toute une partie de sa vie dans l'ancien empire, si je puis dire, il est difficile d'accepter la relégation du Royaume-Uni au statut de puissance moyenne. On est à l'époque où la reine Élisabeth II va monter sur le trône. Comme le révèle par exemple l'indépendance de l'Inde, l'empire est en pleine désagrégation et ce sont désormais les États-Unis et l'Union soviétique qui dominent le monde. Quand vous avez été le premier lord de l'amirauté d'un empire qui était de très loin la première puissance du monde, ça n'est pas facile à accepter, évidemment, même si Churchill est très lucide. Alors, il ne peut s'empêcher, par un effet de miroir tout à fait naturel, il ne peut s'empêcher de voir que cette désagrégation de l'Empire se retrouve en quelque sorte dans sa propre déchéance, notamment physique, évidemment. Beaucoup de collaborateurs, nous disent Philippe Alexandre et Béatrix de l'Aulnoy, constatent qu'il n'a plus ni la force physique, ni la ténacité qui lui ont fait gagner la guerre, qu'il lit de moins en moins les rapports et qu'il mélange souvent les données chiffrées. C'est en juin 1953 que la réalité vraiment se rappelle au Premier ministre, puisqu'à la fin d'un repas, il est très surpris lui-même, mais il n'arrive pas à se lever de sa chaise. C'est une nouvelle attaque cérébrale qui, au bout de 2 jours, va révéler toute son ampleur. Churchill est maintenant paralysé des membres gauches, il ne parvient plus à s'exprimer normalement. Une seule décision paraît s'imposer pour celui qui est encore Premier ministre, évidemment, c'est la démission. Ce serait sous-estimer pourtant la force et l'obstination de Churchill d'imaginer que ça va se passer aussi simplement.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. C'est l'homme d'État Winston Churchill qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Alors on vient de le voir, Winston Churchill vient de démissionner, Franck, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il est très diminué, mais pour l'instant, il n'a pas encore démissionné. En cet été 53, la presse s'interroge évidemment sur son état de santé. On l'appelle le vieux lion, vous savez. Alors c'est vraiment devenu la façon de le désigner partout. Le vieux lion s'accroche, dit-on, et on va l'entendre bientôt rougir, car il parvient à marcher. Il s'exprime avec un petit peu moins de difficulté. Les progrès sont lents. La fatigue vient beaucoup plus vite, nous dit Carsodi. Et Churchill découvre avec étonnement que l'alcool peut avoir un effet néfaste. Ah oui, bien oui. N'étant pas homme à reculer devant les mesures énergiques, il déclare à son médecin « J'essaie de réduire ma consommation d'alcool. J'ai déjà renoncé au cognac. Je l'ai remplacé par du Cointreau. » Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il avait d'abord un humour ravageur. On avait fait d'ailleurs à ce micro une émission sur l'humour de Churchill et on avait bien ri. Churchill a les yeux rivés sur un objectif qui est le 10 octobre. Il doit ce jour-là prononcer un discours devant son parti. C'est un défi, c'est un test. Le monde entier, bien sûr, a les yeux rivés sur lui. Et voilà le jour fatidique qui finit par arriver. Et il est bien là. Et il est impressionnant puisque pendant près d'une heure, il va démontrer à son auditoire qu'on peut encore compter avec lui. À la même période, il a la joie de recevoir le prix Nobel de littérature. Il écrit à sa femme « 12 100 livres non imposables, pas si mal ». Cependant, malgré ses réussites, les faits sont là. Il a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, bien entendu. Il lui va bien falloir qu'il quitte la scène. Il a de plus en plus de trous de mémoire, des maladresses aussi. Il peine à se concentrer. Il est d'un entêtement qui, à une autre époque, a été extraordinaire, mais qui là devient quand même assez pénible pour tout le monde. Et puis, il ne veut pas utiliser de sonotone, ce qui fait qu'il faut lui parler très fort. Enfin bon, il est quand même Premier ministre. Vous imaginez, c'est pas facile, tout ça. La démission n'en est pas moins repoussée. Et encore, et il s'accroche. Ça inquiète un peu son entourage quand même. Pendant l'été 54, il assure au ministre des Affaires étrangères, Anthony Eden, qu'il renoncera au pouvoir après les élections d'avril 55. On est vraiment là dans une atmosphère de fin de règne et pourtant Churchill reste une figure très aimée. Il faut voir notamment son 80e anniversaire, le 30 novembre 1954. C'est tout à fait inouï. Jamais l'Angleterre n'a vu telle avalanche de lettres, de télégrammes, de cadeaux, nous raconte Philippe Alexandre et Béatrix de l'Aulnoy. Et le peuple britannique lui manifeste plus d'affection que jamais, comme s'il voulait lui faire oublier le cruel sacrifice auquel il s'est finalement résolu, quitter Downing Street. Le matin, dans le grand hall du Parlement de Westminster, les deux chambres sont réunies pour un hommage solennel, reconnaissance unique dans l'histoire du royaume. Parce que vous savez que c'est tout le principe britannique. On célèbre le roi ou la reine, la famille royale, mais le Premier ministre n'est somme toute qu'un exécutant au Royaume-Uni. Et bien là, il devient en soi l'objet de tous les hommages. Et après avoir tenté de reculer une dernière fois la date de son départ, il finit par se résigner. Le 5 avril 1955, sur la BBC, il annonce sa décision de quitter le pouvoir. Alors là, c'est évidemment la dernière phase de sa vie. Il va être très entouré par sa famille, et évidemment par sa femme, dont nous allons parler dans quelques instants. Il fait encore quelques voyages, bien entendu, de nombreux voyages. Il y a aussi des tragédies familiales. Je pense notamment au suicide de sa fille Diana en 1963, qui va achever, si je puis dire, d'abattre le vieux lion, désormais si fatigué, si fragile, avec beaucoup de difficultés de santé. Il est toujours député, officiellement en tout cas. Il se rend une dernière fois à la Chambre des communes à la fin du mois de juillet 64 et pour ses 90 ans, il est encore salué. On a les images à la tête, il est salué par cette foule émue qui défile là sous sa fenêtre. Finalement, le 11 janvier 1965, il tombe dans une sorte de léthargie. Cette fois, il ne reviendra pas. Un parfum de mort l'entoure et jour après jour, ses proches le voient s'éteindre lentement. Il rend son dernier souffle le 24 janvier. On peut dire que c'est une page très importante de l'histoire du XXe siècle qui se tourne. La reine a octroyé évidemment à son Premier ministre, dit-elle, des funérailles nationales. En cet hiver glacial, raconte Alexandre et l'Aulnoy, 300 000 personnes défilent devant le catafalque déposé dans le grand hall du Parlement de Westminster, comme avant lui les rois Édouard VII, George V et George VI, dont il a été le ministre.
La cérémonie des obsèques est suivie par le monde entier grâce à la télévision. Dans la cathédrale, la reine attend, entourée des monarques, présidents et représentants de 112 pays. Dernier hommage, Winston remonte la Tamise jusqu'à la gare de Waterloo Station, vous savez. Les grues des chantiers navals s'inclinent sur son passage en son honneur. Le soir même, Madame Churchill, Madame veuve devrais-je dire, Clémentine, à ce mot, ce n'était pas des funérailles, c'était un triomphe. Bonjour Béatrix de l'Aulnoy. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous parler, non pas de Churchill, ça y est, j'en ai assez parlé, mais de sa femme, de Clémentine, qui nous réserve quelques surprises. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. C'est le 63e Premier ministre du Royaume-Uni qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1, Winston Churchill. Et sa femme, on en parle avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, Béatrix de l'Aulnoy, écrivain, historienne et auteur avec Philippe Alexandre de Clémentine Churchill, la femme du lion, paru chez Talandier et Robert Laffont. Et oui, quelle bonne idée, Béatrix de l'Aulnoy, d'avoir eu cette idée de parler de cette femme qui aura vécu évidemment dans l'ombre d'une des plus grandes figures du XXe siècle. Donc évidemment, ça n'a pas été facile pour elle. Et en même temps, elle a bien su défendre son précaré. Hein. Oui, c'est ça ce qui est formidable. Elle n'était pas dans l'ombre du tout. Ce qui est formidable, c'est que dès le premier jour de son mariage, Clémentine a pris sa place à côté de Winston. Elle était issue d'une famille écossaise, une famille de femmes fortes. Alors, on en parlera tout à l'heure de sa famille, de ses origines, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait ce caractère chez elle. Hein, donc. Elle avait du tempérament. Voilà, tous les gens qui l'ont connue disaient c'était une femme de tempérament. Elle avait ses idées et elle était toujours du côté des défavorisés. Et elle a toujours poussé Winston à défendre les plus pauvres. Et elle a jamais été aussi heureuse qu'au début de leur mariage, quand ils faisaient partie, vous savez, du gouvernement du peuple, ce qu'on appelait le gouvernement du peuple, avec Lloyd George, oui. Et qu'ils ont fait les grandes lois sociales de l'Angleterre, qu'ils ont donné l'assurance retraite, l'assurance chômage, la sécurité sociale, et puis surtout le droit de vote aux femmes en 1918. Elle s'était mariée en 1908. En 1908, et ça a été une grande histoire d'amour. Alors sur la couverture, on voit une dame déjà âgée, pour ne pas dire très âgée. Ils sont tous les deux rigolards d'ailleurs. Hein. On sent une belle. Ils s'amusaient beaucoup ensemble, parce qu'il était très drôle, évidemment. Mais étant toute jeune, elle était d'une grande beauté, il faut le dire. Elle était sublime. Ils se sont rencontrés à un dîner où aucun des deux ne voulait aller, et ça a été un coup de foudre. Et Winston, pourtant, était à moitié fiancé avec la fille du Premier ministre à ce moment-là, qui a été très triste, qui en a fait une dépression. Et pendant 60 ans, ça a été une folle histoire d'amour. Et cette biographie de Clémentine Churchill, c'est la vie d'un couple, en fait, avec ses difficultés. Ils avaient pas un sou, hein, évidemment, puisque le père de Winston était le second fils du duc, que les députés n'étaient pas rétribués. Voilà. Et elle n'avait pas un sou non plus. Donc, ils ont acheté un grand manoir qui était un gouffre financier. Elle n'était pas d'accord. Il l'a acheté sans lui dire, d'ailleurs, parce que ils n'étaient pas toujours d'accord. Hein, ils avaient de grosses difficultés financières, mais il faut bien comprendre qu'on est dans la haute aristocratie britannique, hein, quand même. On est dans la gentry, tout ce monde se circule dans ces grands domaines. Son valet, elle avait sa femme de chambre qui les accompagnait partout en voyage. Il lui fait sa demande au palais de Blenheim, qui est la demeure des Marlborough, dans le temple de Diane, dites-vous. Absolument. C'était, en fait, il lui avait donné rendez-vous dans la roseraie le matin, et puis comme Winston Churchill se couche tard et se lève tard, et que elle, au contraire, c'est une lève tôt, elle l'a attendu pendant des heures, elle était prête à repartir, et puis finalement, ils se sont promenés l'après-midi dans la roseraie, il y a eu un orage providentiel, ils se sont retrouvés dans ce petit temple de Diane, et à la fin de la pluie, ils étaient fiancés. Ils ont été très amoureux. Plusieurs de nos auditeurs nous demandent si Churchill était un homme à femme ou l'homme d'une femme. On a rencontré son petit-fils qui nous a dit que, évidemment, la politique était tellement importante pour lui qu'il n'avait pas le temps de s'occuper des femmes. Mais il avait beaucoup d'amis et il a eu plusieurs fiancées, d'ailleurs, avant de rencontrer Clémentine. Ils étaient très différents. C'est ça.
Ils ne dormaient pas ensemble dans la même chambre, ils ne prenaient pas leur petit On est en déjeuner Angleterre tout de même, ensemble. hein. Bah oui. Ils n'allaient pas en vacances ensemble parce qu'elle était très sportive, elle adorait aller au bord de la mer avec ses enfants. Lui détestait ça, il aimait écrire à la campagne. Il aimait peindre aussi. Hein. Et il disait que c'était en fait le secret de la longévité de leur couple. Oui, cette indépendance respective. Voilà. Il faut dire qu'ils ont des opinions, vous nous l'avez laissé entendre tout à l'heure, relativement différentes. Au moment où ils se rencontrent, Churchill est encore un libéral, mais peu à peu, il va évoluer vers un conservatisme de plus en plus conservateur, si je puis dire, ce qui ne correspond pas aux idées de Clémentine. Sa femme, elle sera désolée qu'il redevienne conservateur. Et très souvent, elle lui disait, Winston, tu ne dois pas dire ça, Winston, tu ne peux pas faire ça. Et tout à l'heure, vous disiez qu'elle était dans l'ombre, mais non, après la guerre, elle aurait préféré qu'il arrête. Elle trouvait qu'il était assez célèbre comme ça. Et après, quand il est redevenu Premier ministre, c'est elle qui l'a poussé à partir. Et les ministres venaient la voir pour qu'elle pousse son mari, parce que l'ambassadeur d'Angleterre aux États-Unis avait dit la seule femme qui peut faire pousser Winston à renoncer à son poste, c'est sa femme. Il y a un endroit qu'il faut aller visiter, j'ai eu l'occasion de le conseiller plusieurs fois ici, c'est le manoir de Chartwell, qui était leur demeure dans le Kent. On est vraiment dans une grande demeure anglaise, comme on peut les voir dans les épisodes de Barnaby, hein, c'est un peu ça. Et on visite encore, j'allais dire, leur intimité. Oui, c'est devenu patrimoine national, et à la mort de Churchill, elle a voulu que ça redevienne comme au temps de leur bonheur, quand ils étaient ensemble dans les années 30, et qu'ils faisaient cette fameuse traversée du désert. Et donc on voit la chambre de Clémentine avec son lit à baldaquin, les photos des filles, on voit le grand bureau de Winston où il écrivait debout face au portrait de sa femme. On voit la salle à manger où a défilé le monde entier en fait, de Laurence d'Arabie à Charlie Chaplin. Et c'est très émouvant parce qu'on voit aussi le studio où il peignait, on voit la piscine où il se baignait, les canards, les poules. Winston adorait les animaux, ce qui était aussi une source de différence avec Clémentine, parce qu'elle aimait pas trop les animaux, elle trouvait que la ferme était un gouffre financier. Elle aimait toujours mieux partir en voyage plutôt que rester à la campagne, et lui était très heureux. Mais vraiment, il faut visiter cette maison, c'est très facile d'y aller de Londres, c'est un manoir qui s'appelle Chartwell dans le Kent, et franchement, la visite vaut le coup. Alors ils ont eu 5 enfants, 4 filles, un fils qui est célèbre, Randolph, hein, bien entendu, c'est celui que nous connaissons, si je puis dire. Randolph, en fait, il était magnifique. C'était le seul garçon. Il était adoré par son père, qui l'a pourri gâté, qui l'a élevé comme un fils de duc. Et malheureusement, Randolph n'a jamais été à la hauteur des espérances de son père. Il n'a jamais été élu député, sauf pendant la guerre. Et c'était une élection sans adversaire, donc vraiment pour faire plaisir à Winston. Il était chroniqueur de presse, en fait. Il était journaliste. Oui. Il servait beaucoup de son nom. Il faisait beaucoup d'interviews de Winston Churchill. Il buvait, il jouait beaucoup. Et sa mère était furieuse parce que Clémentine était la gardienne. Dès le premier jour, elle était la gardienne de l'image de Churchill. Et elle avait peur, en fait, que son fils ne salisse la célébrité de son père parce qu'il avait des dettes. C'était un homme à femme, lui, alors, pour le coup. Il a été marié avec Pamela, la fameuse Pamela Digby, qui est devenue Pamela Harriman après. Oui, qui était ambassadeur des États-Unis à Paris. Et qui est mort en France, dans la piscine du Ritz, qui s'entendait très très bien avec Winston et avec Clémentine aussi. Et ils ont été désolés du divorce, en fait. Mais ils ont eu un petit-fils qui s'appelait Winston Churchill et qu'ils adoraient tous les deux. Alors la fille aînée Diana, je l'ai dit, s'est suicidée. Ça a été un drame terrible, évidemment. C'était un drame, oui. Elle était très amoureuse de son mari, qui l'a trompée. Il y a eu un divorce là aussi. Il s'est remarié et quand il a eu un enfant avec sa nouvelle femme, elle l'a pas supporté et oui. Il y a une fille, Sarah, qui était actrice à Hollywood. Alors, elle était très marrante. Elle avait hérité de tous les talents de son père. Elle voulait être actrice, ce qu'ils aimaient pas trop, parce qu'elle a commencé dans des revues, en levant la jambe. Et ils étaient un peu affolés. Après, elle est partie à Hollywood et elle s'est mariée sans le dire à ses parents. D'ailleurs, ils apprenaient les différents mariages dans la presse et ils étaient furieux. Et elle aussi. Ça fait très 20e siècle, très Angleterre, tout ça. Marigold meurt en très bas âge. Et puis alors, la joie de sa mère, si je puis dire, c'est la petite dernière, c'est Mary.
qui a eu une vie, elle, très conventionnelle, puisqu'elle a épousé Sir Christopher Soames, qui est devenu ambassadeur en France en 1968. Elle a accompagné son mari d'ailleurs, hein. Elle Bien a été sûr, ici, elle était ambassadrice à là, Paris, et oui. c'était le grand bonheur de Clémentine d'ailleurs. Winston était mort à ce moment-là, et elle venait ici, elle allait au théâtre, elle allait au musée, elle adorait la France, elle adorait Paris. Clémentine. Bien sûr, elle adorait. C'était vraiment leur second pays. Ils adoraient la cuisine française. Hein. On mangeait français chez les Churchill. On parlait français. Elle tenait à ce que ses enfants et ses petits-enfants parlent français. Et sa grand-mère disait toujours que une Anglaise qui ne parlait pas français serait jamais considérée. Bravo. Si seulement ça pouvait durer, ce genre de principe. Hélas. Alors, nous avons vu un peu la famille Churchill. Maintenant, nous allons venir vraiment à Clémentine elle-même. Qui était-elle vraiment? Et c'est un de nos auditeurs qui nous demande d'ailleurs qui était véritablement son père, car c'est vrai que la question se pose. Il nous dit alors, fille de Bay Middleton ou pas fille de Bay Middleton? L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. La femme de Winston Churchill s'appelait Clémentine Churchill et on fait connaissance avec cette femme et ses origines grâce à vous, Franck Ferrand, et votre invitée, Béatrix Delaulnoy, écrivain et historienne. Alors Béatrix, il faut que vous nous parliez des parents de cette Clémentine qui va devenir Churchill, mais qui n'est pas née Churchill, évidemment. Non, bien sûr, elle s'appelait Clémentine Osier. Sa mère était donc la fille d'une bonne noblesse, issue d'une bonne noblesse écossaise. C'était une grande amoureuse. Elle s'est mariée à 26 ans avec le colonel Osier, qui était déjà divorcé et qui était lui aussi un homme à femme. Et il avait décidé qu'il ne voulait pas d'enfant, en fait. Ce qui désolait sa jeune femme, qui elle, je disais que c'était une famille de femmes, en fait, une famille de femmes fortes. Et dans ce clan écossais, c'était très important pour les femmes d'avoir des enfants. Et donc, au bout de 5 ans, quand même, la mère est enceinte. Et elle aura 4 enfants, donc il y aura une première sœur qui s'appelle Kitty, la sœur aînée de Clémentine, puis Clémentine 2 ans après, qui est née en 1885, et puis 2 jumeaux. Et donc c'est la propre fille de Clémentine qui dit, on est pratiquement sûr que les enfants ne sont pas du colonel Osier. Lui, il a toujours eu des doutes sur Clémentine et les 2 aînés. Oui. Il était sûr que les 2 jumeaux n'étaient pas de lui. Et Clémentine, elle a toujours dit qu'elle n'était pas la fille du colonel Alors, Osier. de qui est-elle la fille alors Il y a deux hypothèses. Clémentine, elle disait qu'elle était peut-être la fille de son oncle Bertram Mitford. Vous savez, le fameux grand-père des filles Mitford, Bien sûr. qui était donc le beau-frère. Toutes les sœurs Mitford, là, qui Voilà. sont ces personnages inouïs. Voilà. Et qui était très beau et qui avait une certaine ressemblance à Clémentine. Et la mère, elle a dit à un de ses amants, qui l'a écrit dans son journal, que le père des 2 filles aînées était donc Bay Middleton, qui était un est-il, alors, magnifique cavalier écossais qu'on avait surnommé Bay parce qu'il avait un cheval qui était roux comme sa chevelure et qui était le compagnon de la princesse, de l'impératrice Sissi, qui venait chasser très souvent en Irlande, et comme il était excellent cavalier, il accompagnait l'impératrice. Tout ça est extraordinairement romanesque, évidemment, mais ça ne veut pas dire que l'enfance de la petite Clémentine a été facile, c'est le moins Non. qu'on puisse dire. Bien sûr, parce que donc le père, le colonel Osier, a fini par se fâcher. Il a retrouvé sa femme au lit avec un de ses amants, il l'a mis dehors, et Clémentine avait 6 ans. Et à ce moment-là, divorcée, c'était encore l'époque victorienne et c'était très mal vu. Évidemment, le père n'a pas voulu payer de pension. Il a commencé par
reprendre ses 2 filles aînées, et puis il était jamais là, donc la mère a récupéré les 4 enfants, mais il n'avait pas un sou, évidemment. Il logeait dans des petites maisons meublées, qui étaient le comble aussi de la déchéance. Elle écrivait des articles de cuisine pour une revue, elle jouait beaucoup pour essayer de gagner un peu d'argent, mais elle perdait beaucoup. Ils ont fini par vivre à Dieppe, ils sont partis à Dieppe, c'est là où d'ailleurs Clémentine a commencé à aimer la France, à aimer la France. Et pourtant, ça devait pas être très facile, ces circonstances. Elle était avec sa mère dans des conditions qui étaient un peu particulières. C'était épouvantable. Et surtout, la sœur aînée est morte de la typhoïde en 3 semaines à ce moment-là. Et après, ils sont revenus en Angleterre. Et Clémentine s'entendait pas très bien avec sa mère. Elles étaient très différentes. Clémentine était beaucoup plus sérieuse. Elle trouvait que sa mère était trop originale, qu'elle faisait, qu'elle passait son temps au casino, ce qui était pas du tout du goût de Clémentine. Et toute sa vie, d'ailleurs, elle empêchera Winston d'aller jouer. Toute sa vie, elle aura peur que Winston soit pris dans des... Par ce démon qui avait voilà, à la fois par ce démon du jeu... happé sa mère, oui. Voilà. Et par des scandales financiers avec les amis qui fréquentaient et que Clémentine n'aimait pas du tout. Hein. Qu'aimait-elle ? Elle aimait les arts, elle aimait la peinture. Elle aimait les défavorisés, beaucoup. Elle était toujours du côté des pauvres. Pendant la guerre, d'ailleurs, elle a créé un fonds russe. La Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, un fonds russe pour venir en aide à l'armée rouge qui se battait à Stalingrad. Le 8 mai 1945, elle sera d'ailleurs en Russie. Churchill l'avait envoyée pour amadouer un peu l'oncle Joe. Et d'ailleurs, il y a Staline. Et il y a l'anecdote, elle arrive au Kremlin, elle le rencontre et elle lui offre un stylo que Winston lui avait donné de sa part en disant « Mon mari espère que vous lui écrirez des choses agréables ». Et Staline avait répondu « Mais je n'écris qu'au crayon et je lui rembourserai le stylo ». Ce qui n'avait pas du tout choqué Clémentine parce qu'elle avait beaucoup d'humour, autant d'humour que Winston, et elle avait beaucoup ri. Oui, et elle avait, il faut le dire, parce qu'elle n'avait pas que de bons côtés, elle avait un certain respect pour Staline d'ailleurs, hein, il faut le dire. Absolument, hein. Oui. Elle aimait tout ce qui était socialiste. Elle était socialiste. Elle était au fond d'elle-même. Bien sûr. Bon, à l'époque, on disait libérale, mais en fait, elle était de gauche, quoi. Je vous parle de la peinture parce que ça va jouer un rôle important dans la vie de son mari. Ça, c'est elle qui va l'amener à la peinture, en fait. Absolument. Sa mère à Dieppe a rencontré beaucoup de peintres parce que Dieppe, à l'époque, était la patrie des peintres français. Et donc Clémentine, quand elle va venir à Paris, elle va rencontrer Pissarro, elle va rencontrer Jacques-Émile Blanche, qui était alors le portraitiste de toutes les célébrités, comme Proust. Oui, voilà. Et quand Winston aura sa fameuse crise de Black Dog en 1915, quand il quittera le ministère de la Marine après le scandale des Dardanelles, l'échec des Dardanelles, quand il va se mettre à la peinture, c'est elle qui va le pousser, c'est elle qui va lui acheter ses tubes de peinture, c'est elle qui va lui faire rencontrer le peintre John Lavery, qui était un ami de sa belle-sœur, et c'est elle qui va pousser Winston à la peinture, et ça va devenir un grand hobby. Et elle aimera beaucoup les tableaux de Winston. Et chaque fois qu'il peignait un tableau et qu'elle l'aimait, il lui donnait. Et il y a toute la collection des tableaux qui sont pas mal, d'ailleurs. Alors, il faut dire qu'ils ne se sont pas toujours entendus magnifiquement. Il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu des semi-ruptures. Vous racontez tout ça, notamment une croisière assez spectaculaire où elle s'en va littéralement, mais elle reviendra finalement. Elle avait du mal à supporter la pression qu'il y avait sur son mari, et notamment tous ces photographes, surtout à la fin de leur vie, hein, ces photographes qui étaient là permanence. Au début de leur vie... vous savez, c'était un génie, mais un génie difficile à vivre. Donc, parfois, quand elle en avait marre, elle partait, 3 jours, comme vous disiez. Et puis, à la fin, elle aurait voulu vivre avec lui tranquillement. En fait, il était devenu l'homme le plus célèbre du monde. Elle vivait avec cette star. Et chaque fois qu'ils sortaient, chaque fois qu'ils allaient au théâtre ou dans un musée, ils étaient suivis, en effet, par 40 paparazzi. Et elle regrettait beaucoup ça. Ah oui, pour elle, c'était difficile. C'est un ouvrage passionnant que nous proposent Philippe Alexandre et Béatrix de l'Aulnoy. Clémentine Churchill, la femme du lion, ce couple de légende. C'est coédité par Talandier et Robert Laffont. Merci beaucoup, Béatrix de l'Aulnoy. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui,
Franck, c'est une question qui nous vient par le site internet europe1.fr, une question de Xavier qui veut savoir qui sont les personnages représentés sur les cartes à jouer. Alors, il suffit de prendre un jeu de cartes, vous savez, c'est depuis le XIVe siècle qu'on s'est mis à mettre comme ça des figures emblématiques sur les cartes à jouer, et pour tout vous dire, c'est largement sous l'influence de la divination. C'était beaucoup plus pratique lorsqu'on fait parler les cartes, si je puis dire, de nommer le roi par exemple le roi de cœur, c'est Charlemagne, le roi de carreau, c'est Jules César. Vous voyez qu'on a pris quand même des rois, j'ai envie de dire, si tant est qu'on puisse considérer Jules César comme un roi, il aurait peut-être bien aimé, assez divers. Le roi de pique, c'est David, le personnage biblique, celui qui a vaincu le géant Goliath. Le roi de trèfle, c'est Alexandre le Grand, le roi de Macédoine dont nous parlions l'autre jour. Alors, si on va du côté des reines, ou comme on dit aux cartes, des dames, la dame de cœur, c'est Judith. Dans la Bible, vous savez, Judith a séduit le chef ennemi afin de le faire boire, et c'est durant son sommeil qu'elle lui a tranché la tête. Il s'appelait Holoferne. La dame de carreau, c'est Rachel, qui est la cousine et la seconde femme de Jacob dans la Bible. La dame de pique, c'est Pallas. Alors là, on est plutôt dans la mythologie grecque. Pallas, c'était le nom d'Athéna, vous savez. Et puis la dame de trèfle, c'est Argine. Pourquoi Argine? Alors ça paraît bizarre. En fait, c'est l'anagramme de Regina, qui en latin signifie tout simplement reine. Et l'on pense que cette reine de trèfle, ça pourrait être Anne de Bretagne. La dame de trèfle est la seule dame à ne pas avoir une fleur dans la main, je vous le signale. Et puis alors, allons assez vite sur les valets. Le valet de carreau, c'est Hector, le fils du roi Priam de Troie, bien sûr. Le valet de pique, c'est Ogier, qui était un célèbre chevalier danois. Le valet de trèfle, c'est Lancelot. Quant au valet de cœur, c'est Étienne de Vignolles, le fameux Laïr, qui était un compagnon de Jeanne d'Arc. Voilà, on a fait à peu près le tour d'un jeu de cartes avec tous les noms de tous les personnages.